Bonjour. 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 Je propose qu'on attende encore 2 petites minutes et à 10h05, on attaquera. Bon, ça bouge plus trop du côté des arrivants, donc je vous propose qu'on attaque. Donc bonjour à tous, merci d'être présents donc pour ce webinaire du réseau des gestionnaires en partenariat avec le CEN Occitanie sur la thématique du foncier, donc le b.a.-ba du foncier. Moi j'ai un peu hésité avec le foncier pour les nuls, hein, mais du coup on est resté sur le b.a.-ba du foncier. Donc Clémence Boisselier, qui est notre intervenante aujourd'hui, qui travaille au CEN Occitanie, va nous faire une petite formation pour voilà, en savoir un petit peu plus, savoir un peu les bases de cette thématique-là pour les gestionnaires d'espaces naturels. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à lever la main pour poser des questions, pour interagir. Donc, l'idée, c'est voilà, que Clémence nous fasse une petite formation. Il y aura un temps en fin de présentation pour les questions, mais n'hésitez pas au fur et à mesure. Enfin, je pense, Clémence, tu pourras effectivement demander au fur et à mesure de la présentation si les personnes peuvent poser des questions. N'hésitez pas à garder votre caméra allumée, donc c'est toujours un peu plus sympa d'avoir des gens en face quand on présente, hein, c'est plus sympa. Et comme vous le voyez, ça a d'ailleurs déjà commencé, le webinaire est enregistré, sera donc mis ensuite en ligne sur le site de l'ARB avec la présentation. Voilà. Je ne vous propose pas qu'on fasse un tour d'écran comme on fait dans le cadre des cafés jeunes pour ceux qui ont déjà participé au café, hein, parce que ça risque d'être un petit peu juste en termes de timing. Par contre, ce que je vous propose, c'est de vous présenter quand vous prenez la parole pour que voilà, on sache qui pose la question. Voilà. Eh bien, je vais enlever mon partage d'écran et Clémence, je te laisse Oui. la parole et je te laisse partager ton écran. Oui. Alors. Est-ce que c'est bon? Alors, c'est bon, mais ce n'est pas en grand écran. Là, c'est bon. Là, c'est bon? Parfait. Bon. Alors, Julie, on me dit qu'il y a des personnes en salle d'attente. Je te laisse gérer. Oui, je gère de ce côté-là, pas de souci. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Clémence Boisselier. Je suis chargée de mission foncier au Conservatoire d'espaces naturels d'Occitanie depuis 1 an maintenant. J'ai été chargée de mission en collectivité à Nîmes Métropole avant de travailler au CEN. Et donc, Julie m'a demandé de vous faire un petit PowerPoint sur une petite formation sur le b.a.-ba du foncier. Donc, je suis vraiment partie de la base pour ceux qui n'y connaissent rien. Et quand on gère des espaces naturels, on a forcément affaire un jour ou l'autre à des problèmes qui touchent au foncier.
Donc voilà, c'est vraiment la base du foncier. Il y a toute une partie qui va être un peu théorique, puisque le foncier, c'est une matière juridique, hein. On est vraiment dans le droit pur et dur. Donc, il y a une petite partie théorique qui j'espère, ne sera pas trop rébarbative. Et après, on sera plus sur une partie un petit peu pratique. Donc, le sommaire, voilà, on va partir d'une petite introduction pour savoir qu'est-ce que ça veut dire le foncier, en fait, à quoi ça se rapporte, qu'est-ce que le foncier, et pourquoi on parle de maîtrise foncière. Donc là, on rentre dans la première partie qui est théorique, puisqu'on ne peut parler de foncier sans parler du droit de propriété. Alors, je vais essayer de ne pas être trop longue sur cette partie, mais pour rappeler les références historiques du droit de propriété, les fondamentaux indispensables à comprendre pour savoir comment on devient propriétaire, comment on peut contractualiser. Je vous citerai quelques limites françaises au droit de propriété et quelques particularités. Après, j'ai pris le parti, comme j'imagine que vous ne travaillez pas sur du foncier quotidiennement, de faire quelques slides qui sont un peu déconnectés les unes des autres, mais sont des problèmes sur lesquels vous pouvez tomber. Comprendre qu'est-ce qu'est le cadastre, comment travaille un notaire. Il y a une petite slide sur le prix du foncier et une slide sur le bornage. Puis, dans une deuxième partie, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet avec les modalités d'intervention de la maîtrise foncière. Donc, j'ai quand même fait une petite partie sur les acteurs du foncier, même si souvent c'est des structures d'où vous venez. Mais la SAFER, les conseils départementaux, le conservatoire du littoral, les conservateurs d'espaces naturels et les agences de l'eau. C'est pas exhaustif, il en manque, mais je vais essayer de passer assez vite sur ces slides. Et puis après, la partie sur comment choisir le bon contrat, la bonne contractualisation et les outils de la maîtrise foncière et d'usage, donc en termes d'espace naturel, avec quelques focus, donc un focus sur le bail amphithéotique, qui est quand même un outil particulièrement intéressant en termes d'espace naturel, le bail rural à clause environnementale, puis l'ORE, qui est un nouvel outil, mais qui interroge pas mal et sur lequel on travaille pas mal au conservatoire. Donc, comme l'a dit Julie, n'hésitez pas à poser des questions, elle fera l'intermédiaire, même au milieu. La seule chose que je vais vous demander, c'est de poser des questions sur les slides dont on est en train de parler, et peut-être pas chacun de donner vos exemples particuliers. Nous, on a un contrat avec un tel, parce que déjà, je n'ai pas réponse à tout. En termes de foncier, les problématiques peuvent être complexes. Je ne connais pas toutes vos structures et juridiquement les statuts que vous avez. Et pour ça, à la fin du PowerPoint, je vous ai mis mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas, si besoin, à la suite du PowerPoint que je vous enverrai, à m'envoyer un petit mail et dans ce cas-là, me donner vos problématiques particulières. Donc, qu'est-ce que le foncier? Donc, en fait, le foncier, on peut le définir comme tout ce qui est relatif à un fonds de terre, à sa propriété, à son exploitation et à son imposition. Donc, le foncier, c'est, comme je vous le disais, un sujet juridique qui a des origines légales, jurisprudentielles ou des origines d'usage. Donc, pourquoi on parle de maîtrise foncière? Donc, en matière de préservation des milieux naturels et de la biodiversité, on sait que la maîtrise foncière, qu'elle soit par acquisition ou contractualisation, est un des piliers de la préservation. Elle va compléter toutes les mesures de protection réglementaires qui existent et elle favorise, alors il y a un gros bruit derrière, et elle va favoriser la maîtrise sur le long terme. La maîtrise foncière donne une vraie légitimité pour intervenir dans la gestion d'une parcelle et elle permet, ce qui est vraiment intéressant dans vos cas, de maîtriser les usages et de gérer la fréquentation, par exemple le droit de chasse, le droit d'exploitation, etc. Aujourd'hui, difficile de parler de milieu naturel sans parler de mesures compensatoires. Et effectivement, elle assure la pérennité des mesures compensatoires. On garantit la pérennité
au conservatoire, dès que c'est possible, quand on gère la mise en œuvre de mesures compensatoires pour des maîtres d'ouvrage, on sait que 30 ans en matière de protection de l'environnement, c'est dérisoire. Donc, on essaie de devenir propriétaire pour être sûr de pouvoir pérenniser les mesures qu'on met en place pour ces mesures compensatoires. Alors, un petit tableau rapide pour vous présenter les différents avantages et inconvénients de la maîtrise foncière. Donc, quand on parle de maîtrise foncière, on parle de devenir propriétaire. Donc, l'acquisition par don, par legs, par l'usufruit ou démembrement de propriété, ça on le verra dans les slides suivantes. Donc, les avantages, évidemment, solutions plus pérennes pour préserver la biodiversité. Quand on est propriétaire d'un bien, on met en œuvre la gestion qu'on veut dessus. À long terme, on n'a pas de risque de contentieux avec les propriétaires, qui peut vraiment ralentir, voire éteindre les contrats qu'on a en cours. L'inconvénient, c'est que les frais d'acquisition sont plutôt élevés. Il faut compter les frais notariés. Et quand on n'a pas de spécialistes fonciers dans le réseau, pour gérer justement ces temps de procédure avec les notaires, ça peut être extrêmement long. Pour la maîtrise d'usage, donc on peut parler aussi de contractualisation. Là, on va parler des conventions d'usage, des conventions de gestion, des baux amphithéotiques, ORE, bail rural à clause environnementale ou même des accords oraux. Donc là, c'est des solutions qui sont bien plus rapides. Il suffit de signer notre convention et de faire signer notre co-contractant. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre tout de suite en œuvre les mesures de gestion. Ça peut être gratuit, donc coût vraiment réduit. Et il y a une grande souplesse dans les clauses qu'on va pouvoir mettre en œuvre. On décide de ce qu'on va mettre comme clause dans notre contrat du moment où les deux parties sont d'accord. Et on a quand même une meilleure intégration territoriale. On travaille en partenariat avec les propriétaires et avec les acteurs du territoire. Alors, les quelques références historiques et culturelles. Donc, le droit de propriété, il a été consacré en 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui nous dit que la propriété est un droit inviolable et sacré et que nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique l'exige. Donc, contre une juste indemnisation. Donc là, on parle évidemment de l'expropriation, qui va permettre à la puissance publique de porter atteinte au droit de propriété, malgré ce qu'on nous dit, son caractère inviolable et sacré, pour la réalisation d'un objectif d'utilité publique. On parle très souvent, c'est souvent des travaux d'infrastructures routières, autoroutières, ferroviaires, etc. Il a été consacré dans le Code civil en 1804, qui reconnaît le droit de propriété dans l'article 544 et qui nous dit que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue et que la seule limite, il ne faut pas que ces usages soient prohibés par la loi et le règlement. En 1807, on a eu l'instauration du cadastre, qui avait vraiment une finalité fiscale, c'était qui est propriétaire de quoi et surtout qui doit payer l'impôt. C'est vraiment la finalité, faire payer les propriétaires. Puis en 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 17, qui précise que toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété et que nul ne peut en être arbitrairement privé. Donc, la propriété, elle s'organise autour de 3 éléments fondamentaux: l'usus, le fructus et l'abusus. Ces 3 éléments réunis forment la pleine propriété. L'usus, donc, c'est le droit d'user de la chose, donc de s'en servir pour soi. Par exemple, j'exploite mes terres, j'habite ma maison. Le fructus, qui est le droit d'en percevoir le fruit, les fruits naturels, qui sont les fruits spontanés de la terre. J'ai un pommier dans mon jardin, je peux cueillir les pommes. Les fruits industriels, qui sont ceux qu'on obtient par la culture. J'ai une parcelle de terre, je plante des courgettes, j'ai le droit de les récolter et de les vendre. Et les fruits civils, qui sont notamment les loyers. Et le 3e élément, c'est l'abusus, qui est le droit de disposer de la chose, comme nous disait l'article, de la manière la plus absolue. Je suis propriétaire d'un bien, j'ai le droit de la vendre, de la donner, de la détruire, de l'altérer. Pourvu que ça ne soit pas prohibé par la loi et le règlement, j'ai un droit absolu sur ma chose. On reconnaît 3 caractères au droit de propriété, dont le droit de propriété est en principe absolu. Donc, le propriétaire peut faire tout ce qu'il veut sur sa chose. Il est exclusif, le propriétaire est le seul maître de son bien et il est perpétuel. Le droit de propriété n'est pas limité dans le temps, il est imprescriptible.
Donc, il se transmet aux ayants droit et ne se perd pas par le non-usage. Donc, le droit de propriété, il peut être démembré. On a, donc comme je vous disais, le droit de propriété, la pleine propriété, il doit réunir les 3 éléments, usus, plus fructus, plus abusus. Quand on n'a que l'usus plus le fructus, on a l'usufruit. Par exemple, si au Seine, on achète une parcelle de terre à un particulier, on a le droit d'utiliser la parcelle comme bon nous semble. On a l'usus et on a le fructus aussi. On a le droit d'en percevoir le fruit. Ça veut dire qu'on peut signer un bail rural et percevoir les fruits, le fermage de ce bail. L'usus, c'est uniquement le droit d'usage et d'habitation. Et l'abusus, c'est le nu propriétaire. Donc, pour vous donner un exemple rapide, on a voulu acheter une parcelle à un particulier, une parcelle de zone humide qui était très intéressante. Et le propriétaire était très attaché à cette parcelle, qui était une parcelle familiale, et ça lui faisait mal au cœur de nous la vendre. Il ne voulait pas la vendre. Donc, on lui a proposé un contrat d'usufruit. On a l'usufruit de la parcelle. On fait ce qu'on veut dessus. On va pouvoir mettre en œuvre des mesures de gestion comme bon nous semble. Et lui, il est rassuré parce qu'en fait, il va garder la propriété de sa parcelle. C'est symbolique pour lui, mais il va garder la propriété de sa parcelle. Alors, le droit de propriété, il a des limites en France. Il n'est pas finalement si absolu que ça. Donc, on a des limites qui peuvent être légales ou réglementaires, particulièrement donc, les SCOT, qui sont, pour ceux qui ne le savent pas, les schémas de cohérence et d'orientation territoriale, les PLU, les PLUI, le droit de l'environnement, ça peut être le droit de l'urbanisme, ça peut être le droit civil tout simplement. Par exemple, on n'a pas le droit de construire au-delà d'une certaine limite, interdiction de l'exploitation de certaines cultures, on n'a pas le droit d'expulser un locataire même s'il ne paye pas pendant la trêve hivernale. Voilà, on a des limites légales et réglementaires. On peut avoir des limites conventionnelles. Par exemple, des clauses d'inaliénabilité qui a pour effet d'interdire l'aliénation du bien. Par exemple, au conservatoire, dans la mesure du possible, quand on achète du foncier, j'ai un trou, on a une clause d'inaliénabilité qui nous interdit de revendre cette parcelle. Elle est destinée à l'usage de la nature, donc on n'a plus le droit de vendre cette parcelle par la suite, et ça de manière indéfinie. On a des limites jurisprudentielles, donc là, c'est des limites qui ont été créées par les juges. Alors, les troubles anormaux du voisinage, je ne vous l'explique pas, vous savez tout ce que ça veut dire, les bruits, les odeurs, etc. Et a été consacré l'abus de droit de propriété. En fait, on reconnaît une personne qui est titulaire d'un droit, elle n'a pas le droit d'en outrepasser son exercice s'il n'y a pas d'intérêt pour elle et que c'est dans le seul but de nuire à autrui. Donc ça, c'était un arrêt de la Cour de cassation qui est assez drôle. En fait, c'est deux voisins qui ne devaient pas s'entendre et un homme avait installé sur son terrain des carcasses de bois de 16 mètres de haut surmontées de tiges de fer pointues juste pour nuire à son voisin qui faisait des balades régulières en ballon dirigeable en espérant que le ballon allait finir par s'écraser sur de fer. Ce qui est arrivé, et donc la structure s'est déchirée, le monsieur a porté plainte et les juges ont retenu l'abus de droit. On peut avoir donc les servitudes. Donc les servitudes, c'est une contrainte qui s'impose au propriétaire d'un fonds servant, celui qui va donner la servitude au propriétaire d'un fonds dominant, qui va profiter de la servitude. Elles peuvent être légales. Par exemple, la loi reconnaît au propriétaire d'un bien qui est enclavé, ça veut dire qu'il n'a pas d'accès à la voie publique, il est entouré par les parcelles de son voisin, et ben, la loi lui reconnaît une servitude légale. Donc les propriétaires voisins sont obligés de lui autoriser une servitude et n'ont pas le droit de s'y opposer. Les servitudes peuvent être naturelles ou conventionnelles. Typiquement, nous, on fait parfois des servitudes. La semaine dernière, on a fait une convention de servitude pour un exploitant qui est voisin d'une de nos parcelles sur lesquelles il y a des mesures compensatoires. Il avait besoin de passer par le chemin d'exploitation qui est à nous. Et donc, on peut, quand on fait une servitude conventionnelle, mettre ce qu'on veut dedans. C'est ce qui est intéressant.
Nous, comme on a besoin de ne pas avoir de dérangement pour les oiseaux, on a autorisé juste ces engins agricoles dont il a besoin pour cultiver sa parcelle. Il nous a demandé un accès pour les voitures. On a dit non, sauf pour sa voiture et celle de sa femme, avec les plaques d'immatriculation bien nommées. Il a le droit de passer de telle heure à telle heure pour tant de temps. Ça veut dire qu'on peut limiter une servitude conventionnelle, on peut décider de ce qu'on prévoit. Et en termes d'espace naturel, ça peut être quand même assez intéressant. Voilà, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la servitude, c'est un droit réel immobilier, accessoire au droit de propriété. Ça veut dire qu'elle est attachée à la parcelle et non pas au propriétaire. Donc, elle va suivre, dans la vente du bien de la parcelle, elle va suivre la parcelle. Quand vous achetez une parcelle, faites bien attention dans l'acte notarié de bien vérifier à l'article servitude. On peut se retrouver avec des servitudes de passage qu'on n'avait pas prévues, qui peuvent être bien embêtantes quand on gère un espace naturel. On peut se retrouver avec des servitudes de canalisation électrique, de gaz, d'eau, etc. Donc, c'est un paragraphe dans vos actes notariés à bien vérifier. On a une autre limite au droit de propriété qui est un peu particulière, qui est la prescription acquisitive. Donc, la prescription acquisitive, c'est le moyen d'acquérir un bien par la possession. Ça veut dire que la personne qui occupe un bien pendant 30 ans, alors qu'elle n'est pas propriétaire, mais qu'elle se comporte comme telle, elle peut demander en justice d'en devenir le véritable propriétaire si elle prouve que sa possession est ininterrompue, paisible et non équivoque. Donc ça, c'est quand même une particularité. Et le juge peut décider que cette personne devienne propriétaire par la possession. Et puis enfin, on a l'expropriation pour cause d'utilité publique dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, c'est l'intérêt général qui oblige le propriétaire à céder sa propriété moyennant une indemnité. Donc, je vais vous parler de quelques particularités rapidement du droit de propriété, notamment l'indivision, parce que quand on acquiert des biens, on a souvent des surprises. L'indivision, c'est quand plusieurs personnes sont propriétaires d'un même bien. Donc, on en trouve très souvent, c'est à l'issue d'une succession. Les propriétaires ont une quote-part indivise de la propriété et il ne peut pas avoir de vente sans l'accord de l'ensemble des copropriétaires. Donc ça, c'est des petites surprises qu'on a. On négocie avec le propriétaire d'une parcelle, tout se passe bien, on va signer chez le notaire, on envoie la promesse de vente chez le notaire. En fait, le notaire nous dit, ben non, ils sont en fait 6 frères et sœurs et on se rend compte que les 5 autres frères et sœurs ne veulent pas vendre alors qu'on négocie depuis des mois sur cette parcelle. Donc, il faut bien s'assurer de qui est propriétaire et s'il n'y a pas une indivision. Après, il faut faire la différence entre les actes d'administration. Par exemple, une convention de gestion, c'est un acte d'administration. Donc, on a besoin de la seule majorité des 2/3 des quotes-parts des indivisaires. Des actes de disposition et de conservation, donc de disposition comme la vente, qui sont plus chargés de conséquences et où là, on va avoir besoin de l'accord de tous les indivisaires. Oui, alors l'indivision peut s'exercer sur les droits en pleine propriété ou les droits démembrés. Donc, en cas de doute, je vous en reparlerai un peu plus tard pour savoir qui est propriétaire de quoi. Il y a un document CERFA que vous pouvez remplir et envoyer au service des impôts de la commune sur laquelle se trouve la parcelle pour avoir ces informations. Ça coûte une quinzaine d'euros et tout le monde a le droit d'avoir ces informations. Alors, les biens non délimités, c'est quelque chose que vous pouvez trouver surtout dans des forêts. Il reste quelques biens non délimités. Alors, aujourd'hui, on n'en crée plus. Hein, depuis 1956, aujourd'hui, on divise les parcelles et on met des numéros pour chaque parcelle. Mais en fait, les biens non délimités, c'est un ensemble de propriétés de contenance déterminée, mais dont les limites séparatives n'ont pu être déterminées et n'ont pu être portées au cadastre. Quand vous regardez sur le cadastre, ça apparaît sous le nom BND, bien non délimité, puis après il y a des lots. Donc on sait qu'il y a 5 propriétaires sur l'ensemble de ce BND, donc il y a 5 lots, mais on ne sait pas exactement quelles sont les limites entre la propriété de monsieur X et de monsieur Y. Dans ce cas-là, si vous tombez là-dessus, il faut faire intervenir un géomètre. C'est le plus important, c'est la seule façon de s'en sortir.
et il n'appartient ni au régime de la copropriété, ni à celui de l'indivision. J'en parle parce que dans les espaces naturels, et notamment les forêts, on en trouve encore, et on peut tomber dessus et se retrouver un peu bloqué. Alors, on a les biens vacants sans maître. Donc, les biens vacants sans maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Hein, c'est le Code civil qui nous dit ça. Il s'agit de biens où soit la succession est ouverte depuis plus de 30 ans et aucun successif ne s'est présenté, soit les biens n'ont pas de propriétaire connu et la taxe foncière n'est pas payée depuis au moins 3 ans ou elle est payée par un tiers, par une autre personne. Donc, l'incorporation des biens au patrimoine communal est réalisée de plein droit. La commune peut y renoncer, à ce moment-là, au profit de l'EPCI. Si la commune et l'EPCI y renoncent, les biens sont dévolus de plein droit donc, au Conservatoire du littoral pour toutes les zones qui les concernent, hein, donc canton côtier, commune riveraine des mers, des océans, des étangs salés, etc. Ou un conservatoire régional d'espaces naturels lorsqu'il en fait la demande, et à défaut, à l'État. Alors, ce qui est un peu particulier, c'est que, imaginons la parcelle est intégrée à la commune ou cédée au Conservatoire du littoral ou au Seine, et ben, le propriétaire, s'il réapparaît, il peut revendiquer la restitution de son bien. Alors, si la commune a déjà cédé le bien, typiquement à nous ou au Conservatoire du littoral, en fait, il ne récupérera, il sera indemnisé. Il ne récupérera que le prix auquel a été acheté son bien. Et si la commune en a encore, elle devra lui restituer. Clémence? Oui. Oui, il y a une petite question dans le chat Oui. Qui demande s'il est possible de purger un bien non délimité, je suppose BND, c'est ça, hein, et donc de le délimiter. Et oui, alors il est possible de le délimiter. Alors, la principale difficulté avec les BND, en fait, s'ils n'ont pas, au moment de la rénovation du cadastre, s'ils n'ont pas été numérotés et délimités, c'est que les propriétaires s'y sont opposés. Ou ils n'étaient pas d'accord sur la limite de propriété, ou ils n'avaient pas envie de faire cet acte qui devait coûter de l'argent. Donc aujourd'hui, c'est possible, il faut faire appel à un géomètre. Et il faut que les propriétaires soient d'accord. S'ils sont tous d'accord et qu'ils savent à peu près où est leur limite de propriété, vous le verrez après sur la slide du géomètre, hein, comment ça se passe. Mais effectivement, et si vous voulez acheter un bien non délimité, je vous encourage vivement à faire passer un géomètre pour savoir de quoi vous êtes propriétaire. Ça évitera beaucoup de difficultés par la suite. Voilà, donc là, on parle sur les slides qui sont un peu déconnectées les unes des autres, mais qui ont quand même leur intérêt. Donc, je voulais vous expliquer ce qu'était le cadastre. Le cadastre, c'est l'ensemble de documentation qui permettent de décrire l'occupation humaine des sols et ses limites. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en 1807, il avait une seule utilité fiscale pour le calcul de l'impôt, savoir qui était propriétaire de quoi. Et attention, le cadastre n'est pas un titre de propriété, il a juste un caractère fiscal. Il ne réglemente pas l'usage du bien non plus, ce n'est pas un document d'urbanisme. Et pour l'échelle, donc ça tout le monde le sait à peu près, hein, c'est commune, section, le lieu-dit cadastral et la parcelle. Donc on sait que la parcelle, c'est la plus petite unité foncière, c'est l'unité de base hein, du cadastre d'une commune. Donc, vous pouvez tous vous rendre, n'importe qui peut aller sur cadastre.gouv pour avoir des informations sur la parcelle, ou comme je vous le disais, pour en savoir plus, le document CERFA des hypothèques. On peut demander la copie des documents. Alors, c'est répertorié depuis 1956. Et pour tout ce qui est antérieur à 1956, hein, on tombe beaucoup sur le cas de communes qui n'arrivent pas à mettre la main sur leur titre de propriété. On ne retrouve pas au service des hypothèques de traces non plus. Donc, à ce moment-là, on peut aller aux archives départementales. Il faut prendre rendez-vous et aller fouiller dans les archives pour voir depuis quand ils sont propriétaires et qui est propriétaire. Alors, j'ai fait une petite slide sur le notaire parce que tout le monde sait ce qu'est un notaire. On est tous passés chez lui un jour ou l'autre, mais il y a des petits détails qui ont leur importance quand même. Donc, le notaire, c'est un officier public. Hein, il est établi pour recevoir tous les actes et contrats quand les parties veulent donner un caractère authentique à leurs actes.
Il va en assurer la date, il va en assurer les informations, il va en conserver le dépôt et en délivrer des grosses et des expéditions. C'est un terme que vous entendrez sûrement si vous avez affaire à des actes notariés. Les grosses et les expéditions, ce sont les originaux signés des actes notariés. Donc cet acte juridique, une fois que c'est un officier public, il est nommé par le ministère de la Justice et que l'État charge d'une mission de service public. Il a le pouvoir d'authentifier les actes en apposant son sceau et sa propre signature. Donc, l'acte juridique, du moment où le notaire a apposé son sceau, il va être doté, on parle d'une force probante. C'est du charabia juridique, mais ça a son importance. Il fait foi, c'est-à-dire qu'il est vrai dans son contenu et son existence. Le notaire, il va aller vérifier l'identité des co-contractants. Il va vérifier la capacité, que la personne qui signe n'est pas sous mesure de protection. C'est hyper courant. Quand nous, on achète du foncier, là, on signe une promesse de vente avec un agriculteur qui nous vend une parcelle, et finalement, le notaire nous dit, ah ben non, en fait, il est sous tutelle. Et lui ne nous l'avait pas dit. Donc, il faut faire appel au juge des tutelles, ce qui rallonge énormément. Tout ça, c'est le notaire qui s'en occupe. Il va s'assurer qu'il est bien propriétaire, etc. Il va s'assurer du contenu de la parcelle, etc. Et alors, ce que je trouve important, c'est de vous préciser que le notaire, il a un devoir d'information envers toutes les parties. Il a un rôle de conseil juridique et il protège le consentement des parties. Et très souvent, les gens pensent que c'est comme l'avocat. On va chacun prendre notre notaire, au moins il me défendra mieux. Non. Le notaire, c'est un officier public. Il est là pour protéger le consentement. Il a un rôle de conseiller juridique. Donc, si vous prenez le même notaire que votre co-contractant, il ne va pas plus le protéger que vous. Il va vous conseiller de la même manière. Et il faut vraiment y penser à 2 fois avant, même en tant que structure, de prendre votre propre notaire, puisque vous doublez, triplez, quadruplez le temps de traitement du dossier. Donc nous, alors, au conservatoire maintenant, moi, comme je faisais en collectivité avant à Nîmes Métropole, on prend, quand ce sont des petits actes, il n'y a pas de difficulté juridique particulière, on prend le notaire du vendeur. En général, ils ont un notaire de famille, ils aiment bien, ça les rassure de passer par lui, et on évite de multiplier le temps de rédaction, etc. Sachant que quand il y a un deuxième notaire en concours, les émoluments, ce qu'on appelle les émoluments, ce sont les honoraires du notaire, sont partagés entre les deux notaires. Il n'y a pas de surcoût pour nous. Donc, ça veut dire que sur une petite parcelle où l'acte coûte 7 000 € et le notaire va avoir 800 € d'honoraires, et bien, ils vont se partager à eux deux les 800 €. Et là, je peux vous dire que la motivation pour rédiger l'acte, ça fait vraiment ressentir. Vraiment un conseil, dans la mesure du possible, de ne prendre qu'un seul notaire. On peut aussi, donc voilà, il en assure la consultation et la conservation pendant 75 ans avant que les documents soient versés aux archives. Vous entendrez sûrement parler, pour ceux qui travaillent en collectivité ou quand on achète à des collectivités, l'acte en la forme administrative. Donc en fait, c'est un acte en la forme authentique, mais le maire ou le président de la collectivité territoriale va se substituer au notaire en tant qu'officier public. Donc, il faut, comme d'habitude, une délibération de la collectivité et une estimation de France Domaine. Les actes vont être de la même manière publiés au service de publicité foncière. On va quand même payer les droits et les taxes, mais les collectivités vont économiser sur les frais d'acte. En général, les grosses collectivités ont un service foncier où une ou plusieurs personnes sont habilitées à signer les actes en la forme administrative. Donc, certains actes sont obligatoirement signés chez le notaire. Ça va être le cas des ventes, des baux à long terme, des testaments, des donations, des obligations réelles environnementales. Alors, bon, là, il y a une toute petite slide sur le prix du foncier. Je pense que vous savez, mais le coût de l'acquisition, donc la valeur d'achat du terrain, est à la charge exclusive de l'acquéreur. Chez le notaire, le coût d'acquisition, il va comprendre donc la valeur du bien, les frais notariés. Donc, en fait, le notaire ne coûte pas cher en lui-même, ce ne sont pas ses honoraires qui coûtent cher, c'est les impôts et les taxes qu'on paie à l'État, les débours et donc émoluments du notaire, éventuellement les frais SAFER, si la SAFER a fait l'intermédiaire pour l'acquisition. Et vous verrez qu'un bien qui a une faible valeur, et souvent les frais de notaire sont plus élevés que la valeur du bien.
Je vous ai mis quelques sites pour calculer les frais de notaire. Le site de la SAFER qui est pas mal fait, le prix des terres pour connaître le prix du foncier agricole par territoire. Et DVF qui est le site des valeurs foncières des dernières ventes qui ont eu lieu. Là, c'est toujours utile d'aller jeter un petit coup d'œil. Alors là, je me suis dit qu'on allait faire aussi une petite slide sur le bornage, puisque quand on travaille sur le foncier, on se retrouve avec des documents d'arpentage, des DNPC. Quand on n'est pas spécialisé, c'est pas évident de comprendre ce qui se passe. Donc très simplement, donc le bornage, c'est l'opération qui va consister à définir les limites d'une propriété et elle est marquée avec des signes matériels qu'on appelle des bornes. Donc, le bornage, il va être contradictoire. Par exemple, deux voisins qui veulent délimiter leur terrain, où il peut être amiable, s'ils sont d'accord, ou judiciaire. Si un propriétaire refuse, c'est le tribunal d'instance qui est compétent. Donc, il n'est pas obligatoire, mais il est pratique. Et on parle aussi de documents d'arpentage. Donc, en fait, le document d'arpentage, c'est juste la formalisation du bornage au niveau juridique. Concrètement, quand il y a une opération de bornage, le géomètre expert va se rendre sur le terrain avec les propriétaires, il va délimiter le terrain, il va faire signer le PV de bornage aux deux propriétaires pour montrer que tout le monde est d'accord. Puis, il va faire un document d'arpentage. Ce document d'arpentage, c'est celui qu'il va envoyer à l'administration du cadastre pour constater les opérations effectuées, numéroter les nouvelles parcelles, etc. Et le bornage, il sera pris en compte par les services du cadastre à 3 conditions. Il faut qu'un PV de bornage soit annexé au document d'arpentage. Comme on le disait, hein, on a le document juridique et puis le document sur le terrain, le PV. Que la matérialisation sur le terrain soit bien indiquée sur le fond du plan et que le document d'arpentage soit signé par les parties. Alors, on peut entendre souvent aussi parler de DMPC, et c'est écrit en haut de votre document, il y a écrit document modificatif du parcellaire cadastral. En fait, c'est juste l'ancien nom du document d'arpentage. Voilà, dernière petite info, on parle de bornage hein, quand on délimite des propriétés privées, on parle de délimitation du domaine public quand il s'agit du domaine public. Et le PV pour le domaine public, ça s'appelle le PV 3P, donc le PV de la propriété des personnes publiques. Si vous tombez dessus, vous saurez ce que c'est. Voilà, donc là, on va passer à la partie un peu plus concrète, donc les modalités d'intervention de la maîtrise foncière, donc les acteurs et les outils qui sont à notre disposition. Donc, la SAFER. La SAFER, donc Société d'aménagement foncier d'établissement rural. Donc, société anonyme, à but non lucratif, sous contrôle de l'État, qui dispose notamment d'un droit de préemption sur les terres qui ont une vocation agricole ou pour d'autres motifs qu'on verra un peu plus tard. Donc, elle intervient dans le cadre de ses missions pour le compte de différents partenaires. En fait, elle intervient un peu pour tout le monde. Hein. Collectivités territoriales, les communes, les EPCI, les PNR, conseils départementaux, l'État, les établissements publics comme les conservateurs du littoral, les associations comme la Fédé de chasse, le SEN, même les aménageurs, RFF, Réseau Ferré de France, Autoroute du Sud de la France, etc. Donc, elle fait du portage provisoire par acquisition, stockage ou rétrocession, on verra ce que c'est, du foncier rural, toujours en lien avec des objectifs de production agricole ou forestière, ou d'aménagement de l'espace, d'environnement, etc. Donc, elle a différents modes d'intervention, la SAFER. Elle peut faire des études foncières et de l'animation foncière. Donc, ça, c'est de la prestation rémunérée. Hein. Donc, je peux donner un exemple. On doit mettre en œuvre des mesures compensatoires. Elle ne le fait pas que pour les mesures compensatoires, hein, mais on doit mettre en œuvre des mesures compensatoires sur un certain site. On va signer avec la SAFER une convention d'animation foncière et elle va nous faire toutes les études foncières en amont, donc études foncières, l'analyse des enjeux fonciers du territoire, le croisement des enjeux agricoles et environnementaux. Elle va nous cartographier le territoire, voir ce qui est faisable, s'il y a une réelle pression foncière à cet endroit, les parcelles à prioriser, etc. dans une première partie. Puis, dans une deuxième partie, elle nous fait l'animation et la prospection foncière. Elle va aller à la rencontre des propriétaires du secteur, en général qu'elle connaît bien,
négocier avec eux, signer des promesses de vente avec eux, et à la suite de ces promesses de vente, nous, on achètera à la SAFER. Voilà, on passe toujours par la SAFER. Donc ça, c'est une prestation rémunérée. Elle fait de la veille foncière avec son outil Vigifoncier, qui est un outil quand même particulièrement intéressant à voir, mais qui est payant aussi pour les structures. Donc elle fait de l'acquisition à l'amiable pour du stockage ou par substitution d'actes. Acquisition par préemption, on va le voir dans la diapo d'après, et elle fait de l'intermédiation locative. Une collectivité a du foncier agricole, elle n'a pas de service ou elle n'a pas le temps de s'en occuper. Donc là, elle va donner à la SAFER la gestion de ce bien. La SAFER va passer des appels à candidature, va choisir un agriculteur, elle va passer une convention de mise à disposition. Et puis, c'est aussi une prestation rémunérée. Elle va s'occuper de l'état des lieux, elle va s'occuper. Et puis, la collectivité paiera la SAFER pour ce service rendu. Les motifs de préemption de la SAFER, donc il y en a 9, je crois, je ne sais pas si je les ai tous mis: installation, réinstallation, maintien des agriculteurs, pour favoriser le remembrement des exploitations existantes. Alors, pour lutter contre la spéculation foncière, nous, ce qui va nous intéresser, donc protéger l'environnement, la mise en valeur, protection de la forêt, etc. Donc, je vous laisserai les lire tranquillement pour ceux qui ne les connaissent pas. La SAFER, elle a un vrai rôle de régulation du marché foncier agricole. Donc, je vais vous donner un petit exemple. On a dû acheter, il y a une vente qui s'est faite sur la plaine de Londres d'une parcelle c'est un bas-fond alluvial typique de ce coin-là, qui s'intégrait complètement dans une stratégie de préservation des zones humides. Et les parcelles abritaient une mosaïque de prairies humides avec plusieurs espèces patrimoniales protégées au niveau national. En fait, des particuliers avaient acheté à un autre particulier pour faire un élevage canin à cet endroit-là. Ils voulaient faire un bâti agricole, et ils achetaient à 1,60 € du mètre carré sur un secteur, on est plus à 40-50 centimes du mètre carré. Donc nous, on a demandé à la SAFER une préemption pour motif environnemental. La SAFER a préempté. Donc c'est là où c'est toujours un peu tendu pour le propriétaire, parce qu'elle a préempté avec une révision de prix, puisque c'était acheté trop cher au niveau du foncier agricole à cet endroit-là. Et donc, au lieu des 1,60, on a réussi à acquérir à 80-87 centimes du mètre carré, ce qui est un peu plus élevé, mais quand on dit à un propriétaire qu'on va diviser par deux l'argent qu'il va gagner sur son foncier, en général, ils ne sont pas très contents. À savoir que le propriétaire qui refuse la préemption avec la réduction de prix, pendant les 5 années qui suivent, s'il veut revendre son bien, il devra le revendre au prix auquel la SAFER voulait l'acheter. Sinon, les ventes sont bloquées. Voilà, ça, c'est un truc qu'on ne sait pas souvent, mais qui a le don d'agacer les propriétaires en général. Alors, comment ça se passe, la préemption de la SAFER? Donc, la SAFER, elle est avertie, elle est notifiée par le notaire de la DIA. Donc, la DIA, c'est tout simplement un document CERFA que va remplir le notaire quand il signe un compromis de vente. Et il va envoyer ces DIA aux différents titulaires des droits de préemption. Si on est en zone urbaine, ça va être les collectivités, les communes. Pour la SAFER, c'est tout ce qui est situé en zone A et N du PLU. Donc, le notaire va envoyer la DIA. La SAFER a 2 mois pour préempter pour un des 9 motifs. Si pas de préemption, la vente se fait entre le propriétaire et l'acquéreur comme prévu. Et sinon, elle peut préempter sur demande d'un tiers, donc comme je viens de vous le dire, comme elle l'a fait pour nous de Londres. Une fois qu'elle a préempté, elle va lancer un appel à candidature, instruire les différentes candidatures et choisir un des attributaires en comité SAFER. Et après, elle peut éventuellement rétrocéder le bien en fixant un cahier des charges soit agricole, soit environnemental. Je vous ai mis un rapide tableau des droits de préemption, des différents délais de droits de préemption. Donc, le département a 2 mois, les communes et EPCI ont 1 mois et la SAFER a 2 mois. Si au bout de 5 mois, aucune réponse, le notaire n'a aucune réponse par rapport au titulaire des droits de préemption, la vente peut se faire normalement.
Alors, les acteurs, les départements au titre de la politique des espaces naturels sensibles, je vais aller rapidement. Je sais que certains de vous travaillent dans les départements, donc c'est pas moi qui vais vous expliquer qui vous êtes, mais rapidement, donc ils peuvent servir à préserver la sensibilité écologique et paysagère et contribuer à la prévention des risques naturels d'inondation. Cette politique, elle permet au département de créer des zones de préemption. Ce qui est assez intéressant, ça fait 30 ans que la politique des espaces naturels sensibles existe. La loi date de 1985. Et pour ça, elle a deux outils. Elle a la taxe d'aménagement et les zones de préemption ONS. Donc, la taxe d'aménagement, elle peut servir à l'acquisition, l'aménagement, l'entretien des sentiers de randonnée des sites Natura 2000, ou à l'acquisition des sites à des fins de protection de la ressource en eau, à des travaux pour la préservation des corridors écologiques, du schéma régional de cohérence écologique, etc. Je ne vais pas tous vous les citer, ils sont dans les slides, vous pouvez les regarder. Et puis les zones de préemption ENS, donc, qui sont créées par le département sur un périmètre identifié avec l'accord de la commune et de l'EPCI. Elle peut être, alors la préemption ENS, elle peut être au bénéfice du département, comme de l'EPCI ou de la commune, du conservatoire du littoral ou encore d'un parc naturel régional. Et on dit souvent qu'il y a autant de politiques espaces naturels sensibles que de départements. Hein. C'est le principe de la libre administration des collectivités. Alors, les conservateurs d'espèces naturelles. Alors, les conservateurs d'espèces naturelles, il y a un article qui a été consacré dans le Code de l'environnement, l'article 411 du Code de l'environnement, qui nous dit que les conservatoires régionaux d'espèces naturelles, ils contribuent à la préservation d'espèces naturelles et semi-naturelles par des actions de connaissance, de maîtrise foncière et d'usage, on revient toujours sur ces termes, de gestion et de valorisation du patrimoine naturel sur le territoire régional. Ils mènent également des missions d'expertise locale et des missions d'animation territoriale en appui aux politiques publiques. Donc, c'est une association de loi 1900 à but non lucratif qui peut être agréée par l'État et la région. Il en existe 24 conservatoires d'espaces naturels qui sont regroupés au sein d'une fédération des conservatoires. Donc, ça fait plus de 40 ans que les conservatoires existent. Et aujourd'hui, les Cènes gèrent un réseau de plus de 4106 qui couvre 270 000 hectares en métropole et outre-mer. 1000 salariés, 9300 adhérents, j'étais obligée de faire un peu de pub. Hein. Avec le soutien de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des partenaires privés. Donc, le but est vraiment le partenariat au Cènes, créer des relations de partenariat avec l'ensemble des acteurs de la biodiversité, dont vous faites partie dans l'animation de projets de territoire et avec les autres gestionnaires d'espaces naturels. L'action des Cènes, elle est vraiment fondée sur cette base de maîtrise foncière et d'usage. C'est quand même un des objets des Cènes. Et elle s'appuie sur une approche concertée, donc au plus près des enjeux environnementaux, socio-économiques des territoires. Les 5 fondements des Cènes, c'est la connaissance, la protection, la gestion, la valorisation et l'animation. Alors, les agences de l'eau, c'est pareil, je vais passer rapidement sur le côté un peu théorique. Donc, elles sont placées sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Elles perçoivent des redevances en provenance de tous les usagers de l'eau selon le principe du pollueur-payeur. Chaque euro prélevé est réinvesti sous la forme d'aide aux collectivités, aux acteurs économiques et agricoles pour financer des actions favorisant la reconquête du bon état de l'eau. Donc, je ne vais pas vous lire la slide, je vais vous donner un petit exemple. Typiquement, la parcelle dont je vous parlais dans la plaine de Londres, qui est dans une zone humide intéressante avec des espèces protégées, on a fait une demande de subvention à l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, elle peut subventionner jusqu'à 80% les acquisitions pour la protection des ressources en eau, etc. Donc, on a fait une demande de subvention. Il faut que l'acte de vente, que la demande de subvention ait été faite avant la date de signature de l'acte de vente. Et si jamais elle accepte de nous financer, on peut avoir une subvention jusqu'à 80%. C'est des subventions qui sont pas mal utilisées par les collectivités territoriales pour la protection des captages d'eau potable également.
les conservateurs du littoral. Donc, conservateurs du littoral, ils ont un statut juridique d'établissement public à caractère administratif. Et l'objectif est de protéger le tiers sauvage, puisque le tiers du littoral français n'est pas encore urbanisé, donc en devenant propriétaire des terrains. Donc la particularité, c'est que le conservateur du littoral, il devient propriétaire, mais il ne fait pas de gestion. Donc la gestion, elle est souvent confiée aux collectivités territoriales, aux établissements publics et à défaut aux associations. Donc les zones de compétences, tout ce qui est dans la commune des cantons côtiers, des lacs, plans d'eau, zones humides, domaines maritimes, etc. Et les modalités d'intervention foncière, donc elles font beaucoup d'acquisitions à l'amiable, et aussi des dons, des legs, mais aussi par préemption, dans les zones de préemption NS, ou via la préemption environnementale de la SAFER, par expropriation. Donc, on peut y penser, par exemple, à toutes ces villes côtières qui risquent incessamment sous peu d'être submergées par les eaux. J'entendais l'autre jour à la radio qu'ils commençaient déjà à acheter certaines maisons à l'amiable. Mais on peut imaginer que si les eaux montent rapidement, il y aura peut-être une déclaration d'utilité publique pour exproprier les personnes qui se mettent trop en danger en habitant près des côtes. Voilà pour ce qui est des acteurs. Alors évidemment, je n'ai pas fait de slide et c'est presque un oubli de ma part, mais sur les collectivités territoriales, mais qui ont bien sûr, de par leur politique, un rôle très important à jouer dans la protection des espaces naturels. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je parle toute seule, mais... Il y avait une petite question dans le chat, je ne t'ai pas interrompu tout à l'heure, je me suis dit qu'on pouvait la poser effectivement à la fin de cette première partie. Concernant en fait les biens vacances en maître, est-ce que ça rejoint celle de Res Nullius? Est-ce que ça rejoint celle de Res Nullius? Je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris la question. Alors en fait, Res Nullius, ça doit être un terme employé. Peut-être que François-Xavier, tu peux préciser ta question. Alors moi, entre-temps, j'ai regardé un petit peu sur Internet, ça a l'air d'être la même chose, mais je ne suis pas une spécialiste. Bonjour. Oui, pardon, bonjour. Oui, c'est quelques termes de droit romain. Oui, je suis ni juriste ni romain, mais c'était pour savoir si ça rejoignait cette dichotomie un peu entre la chose de personne, res nullius, et puis res communis, la chose de tout le monde. Est-ce que justement c'est bien 100 mètres, c'était la chose de personne, comme le res delicti, c'est-à-dire ce qui est en ruine, etc. Et est-ce que l'appropriation par quelqu'un et dont une puissance publique se légitime sur le fait que si ça n'appartient à personne et que personne ne souhaite s'en emparer, avec beaucoup de guillemets autour de ça, s'en emparer au point de vue juridique, est-ce qu'on était dans le même genre de conception ou pas? D'accord, ça va. Alors, je suis juriste, mais je ne connaissais pas et je suis un peu romaine, je vis à Nîmes. Mais j'avais jamais entendu ce terme, mais comme ça me semble être le cas. Oui, la chose qui n'appartient à personne, au bout d'un certain temps, et surtout les impôts n'étant pas payés, elle rentre dans le patrimoine commun de la collectivité. Mais avec ce petit, c'est ça que je trouve quand même particulier, avec cette petite particularité de pouvoir la récupérer. C'est quand même... voilà, quand ça rentre dans le patrimoine commun, normalement, c'est dans le patrimoine commun, point. Là, le propriétaire, s'il réapparaît, il peut récupérer son bien. Donc, je regarderai éventuellement et puis je pourrais vous répondre par mail. Oui, parce que ma question, c'était, du coup, ça rentre dans le patrimoine de la collectivité, ça rentre dans son domaine public ou dans son domaine privé de la collectivité? Dans le domaine privé de la collectivité. Oui, oui. D'accord. Merci à vous. Alors... Voilà, pas d'autres questions dans le chat, mais n'hésitez pas. Ah voilà, quelques mains qui se lèvent. Anne?
Ouais, bonjour et merci pour la présentation, c'est hyper clair, j'ai largement compris ce qui s'est dit. Mais j'ai 2 questions de néophytes. Est-ce qu'il y a une différence pour le Conservatoire du littoral entre être attributaire et être affectataire d'un terrain? Et j'ai pas compris le caractère inaliénable d'une parcelle. C'est une notion que je n'ai pas bien comprise. Et est-ce que c'est pour le compte d'un patrimoine naturel commun, donc inaliénable? Enfin, c'est une notion que j'ai pas comprise. Non, en fait, l'inaliénabilité, par exemple, on en parle quand on parle de domaine public. Hein. Le domaine public est inaliénable puisque c'est un bien commun. Normalement, on ne peut pas le vendre. Et quand j'en parlais tout à l'heure pour les scènes, nous, on met une clause d'inaliénabilité sur les parcelles qu'on achète pour être sûr qu'elles restent affectées à la nature, qu'on ne puisse pas les revendre. Si un jour, par exemple, un conservatoire disparaissait, ou au moins il y a cette clause d'inaliénabilité et qui ne permet plus de vendre cette parcelle. Après, sur la première question, pareil, alors je ne vous cache pas que je ne suis pas spécialiste de tous ces acteurs avec lesquels je travaille quand même. Alors, par exemple, au foncier, moi je travaille plus particulièrement avec la SAFER, alors pour le coup je connais mieux, mais Conservatoire du littoral, j'ai encore jamais travaillé avec eux, les agences de l'eau un tout petit peu. Donc sur la première question, je ne suis pas sûre d'être capable là comme ça de vous répondre. Par contre, n'hésitez pas à m'envoyer la question par mail et je regarderai et je ne manquerai pas de vous répondre par mail. Oui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tout bon. Je ne vois pas de main levée. Non. Ah si, Eve? On t'entend. Ah si. Ouais, si, j'arrive. Le temps, je remette le micro, la caméra et tout, tranquille. Déjà, moi, j'aimerais bien voir le diaporama parce que, contrairement à la précédente intervention, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. C'était quand même assez dense, mais très intéressant. Moi, ma question, c'était plus par rapport au motif, par exemple, de préemption par le département. Moi, dans ma tête, le département pouvait préempter pour les motifs essentiellement écologie, biodiversité, enfin paysage, etc. Et là, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi cette notion d'expansion de crue, donc c'est-à-dire pour des motifs d'inondabilité des terres. Oui. Donc ça, ils peuvent préempter pour ce motif-là. Oui, c'est ça. Pour tout ce qui est protection du foncier par rapport aux problèmes de crues, d'inondations, etc. Je suis pareil. Les communes aussi, elles peuvent préempter sur ce motif-là? Alors, oui, alors les communes, alors tout dépend entre communes, collectivités, de quoi elles sont responsables. Hein. Par exemple, les collectivités, au terme de la GEMAPI, elles peuvent avoir intérêt à préempter sur certains secteurs qui vont être inondables, qu'il faut protéger, ou il va falloir changer le PLU, etc. Oui, oui, oui. Est-ce que, alors, pour faire participer, comme je ne suis pas, pareil, hein, je ne travaille pas pour le département, je ne suis pas hyper spécialiste sur les détails. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent au département, là, qui participent. Est-ce qu'il y en a un qui aimerait répondre à elle, ce sujet? Ouais. Alors, je sais qu'il y a Vincent du département de l'Aude, mais qui n'a ni caméra ni micro, donc ça va être compliqué. Et il y avait une autre personne du département qui était inscrite, mais que je n'ai pas vu se connecter. Bon. Donc, je crois qu'il n'y a finalement personne. Le département des PO, je peux peut-être. Enfin, Bonjour. c'est Julie Blanc, département des PO, qui travaille sur le chantier ENS. Du coup, ça nous est jamais arrivé de préempter pour des raisons d'inondabilité et je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Bon. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui a pris la parole, non? Non, après, comme je le disais, la précédente personne qui a posé une question, hein, tout ce qui est particulier à chaque acteur, je ne connais pas par cœur, hein, je suis pas, et le foncier est quand même un sujet très très large avec des spécificités juridiques. Donc n'hésitez pas, par contre, moi quand mes collègues me posent des questions foncières, je ne leur réponds pas du tac au tac pour tout. Donc je vais regarder, je me renseigne, donc n'hésitez pas à me poser des questions par mail après
la visio ou même plus tard, hein, si vous avez des questions, et je vais regarder. Et puis dans ce cas-là, après, je peux vous répondre avec plaisir. Okay. Enfin, moi, ça m'intéresserait d'avoir le texte, ouais, enfin, la référence du texte qui définit les motifs voilà, pour lesquels le département préempté, quoi. D'accord. Est-ce que je ne l'ai pas mis, la référence du texte? Bon, on va avancer et puis je regarderai ça après la visio et puis ou écrivez-moi un petit mail et puis je vous répondrai par mail. Ok, merci. D'accord? Bon. Allez, je continue parce que le temps passe. Il y avait une dernière petite question, on y répond ou plus tard, et après on passe du coup à la deuxième partie. Clément, ça marche? Une question du coup sur les zones non cadastrées, en particulier en bord de cours d'eau. Est-ce qu'elles sont automatiquement rattachées à la parcelle qui les borde et leur surface est-elle à prendre en compte dans l'achat? Alors, en fait, ça dépend vraiment des contextes et tout dépend sur quel domaine vous êtes. Est-ce que ça appartient à un particulier, à une personne privée, à une personne publique? Mais oui, dans l'ensemble, si on doit prendre en compte pour l'achat, il faut faire borner, il faut faire redélimiter. À chaque fois qu'on veut acquérir une parcelle et qu'on veut vraiment des limites de propriété qui sont bien actées et être sûr de ce qu'on a, quand même c'est à côté de cours d'eau, il faut faire borner et redélimiter par un géomètre. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, surtout que je ne vois plus les têtes. Mais... Alors la question c'était Manuel Boyon. Est-ce que ça a répondu à ta question? Oui, oui, vous m'entendez? Oui. Oui, oui, ça. Alors, je pense que le rebornage, je ne sais pas si c'est nécessaire, puisque de toute façon, le propriétaire est propriétaire jusqu'au milieu du cours d'eau. Ah oui, d'accord. Mais toute la surface qui se trouve entre la zone cadastrée, entre sa parcelle cadastrée et le cours d'eau, il y a, pour une parcelle en particulier, elle représente, je ne sais pas, peut-être un tiers de la surface cadastrée. Je me demande si le propriétaire ne va pas nous demander à ce qu'on le prenne en compte puisqu'elle est en partie exploitée. Alors la surface cadastrale est inférieure finalement à la réalité. Ouais, alors c'est intéressant. C'est pour une acquisition? Oui. Oui, et bien là, c'est avec votre notaire qu'il va falloir voir ça. Parce que ce soit pris en compte, il y a quand même des chances, hein, si vous achetez la propriété et que la propriété, elle va jusqu'à la moitié du cours d'eau, et ben, même si ce n'est pas cadastré, vous deviendrez propriétaire de cette partie aussi. Et alors, ça m'est jamais arrivé sur un cours d'eau comme ça, mais c'est avec votre notaire qu'il va falloir discuter de ça. D'accord. Et bien en amont, toutes ces questions sur des sujets environnementaux, d'espaces naturels, les notaires ne sont pas du tout spécialisés. Ça leur demande pas mal de travail, de recherche, etc. Donc n'hésitez pas, ne faites pas ça la veille de la signature. Demandez bien en amont qu'ils travaillent là-dessus et qu'ils vous répondent et qu'ils fassent des recherches juridiques dessus. D'accord. Ok, merci. Allez, je vais enchaîner avec les outils de la maîtrise foncière. Alors, il faut que je repartage, Julie. Il n'y a plus de... Non, il n'y a plus de partage d'écran là. Alors, hop. Vous me dites quand c'est bon. C'est bon, il faut juste le mettre en grand écran. Oui. Alors, les outils de la maîtrise foncière, là, je voulais vous montrer rapidement avec un petit schéma comment se passe une animation foncière. Vous connaissez les études préalables au niveau écologique que vous faites. Et en parallèle, quand on fait une animation foncière, typiquement, ça peut être nous, la SAFER, qui nous occupons de ça. Voilà ce qui se passe. Alors, d'un côté, il y a toutes les études écologiques que vous connaissez, les inventaires, la définition des enjeux, les analyses des pratiques agricoles, proposition des mesures de gestion.
Et de l'autre côté, au niveau foncier, on va avoir exactement ce que je vous disais avec la SAFER tout à l'heure, des études foncières, études de contexte, de l'identification des parcelles, de la pression foncière sur ce secteur, du nom des propriétaires, des exploitants, une estimation évidemment des biens. Et là, on va se dire, bon, est-ce qu'on poursuit l'animation foncière? Il y a des territoires, j'ai un exemple en tête dans l'Hérault, mais il y a des territoires où la pression foncière est telle que les agriculteurs se battent sur la moindre parcelle, le prix du foncier est hyper cher. Nous, on a, ah oui, petite précision, mais qui a son importance, hein, quand on veut acheter du foncier agricole et qu'on est en concurrence avec un agriculteur, on se désiste. C'était pareil en collectivité métropole. L'agriculteur a évidemment la priorité pour acheter du foncier agricole. Donc, si on se rend compte que sur chaque parcelle, il y a en concurrence 15 agriculteurs, bon, là, on sait que sur ce secteur, ça va être compliqué et on peut abandonner. Si on décide de poursuivre, on se lance dans la prospection foncière. Donc ça, c'est tout le contact avec les propriétaires et les exploitants. On peut envoyer des courriers, des questionnaires, des enquêtes pour leur présenter le projet, pour recueillir leurs attentes. Mais je ne peux que vous conseiller d'aller les voir. Souvent, on est dans des personnes âgées qui vendent dans des milieux ruraux avec des agriculteurs, vous leur parlez de biodiversité au téléphone, ils vous envoient balader. Alors qu'en allant les voir et en leur expliquant de visu votre projet, pourquoi on fait ça, dans quel but, qui on protège, ou les différentes solutions possibles, vous avez beaucoup plus de chances d'y arriver. Donc après, on évalue la faisabilité au nom de la maîtrise du site. On précise notre stratégie foncière. Est-ce qu'on poursuit l'animation? Si on poursuit, on se lance dans les négociations, qui est la phase finale, vente, échange, contractualisation pour devenir gestionnaire, ou contractualisation en essayant de mettre en œuvre des pratiques agricoles favorables à la biodiversité, puis signature des actes. Alors, à la suite de ça, je vous ai fait un petit tableau. Ça, c'est plus, vous pourrez vous en servir dans votre quotidien si vous vous posez des questions. Je ne vais pas le décrire parce que c'est un peu ennuyeux la description d'un tableau à l'oral comme ça en visio, mais c'est un tableau qui peut vous servir au quotidien. Ça va être des outils pour devenir propriétaire ou gestionnaire d'un site, les différents outils qu'on peut avoir. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Comment choisir le contrat adéquat? Donc, on est obligé de rappeler encore des règles de droit, puisqu'un contrat, c'est évidemment un acte juridique et que l'ensemble des contrats et conventions sont la loi des parties. Le Code civil, il nous dit les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Ça veut dire que ce à quoi nous nous sommes engagés l'un envers l'autre, c'est notre loi. On doit le respecter. Et la bonne exécution et l'effectivité des contrats, elle va dépendre de la volonté des parties d'en demander l'exécution. Donc, c'est évident. On signe un bail rural à clause environnementale avec un agriculteur, il ne respecte aucune des clauses environnementales qu'on a mis en place. Bon, si je peux juste lui dire de temps en temps, là, c'est pas cool, vous deviez pas utiliser de produits phytosanitaires et vous le faites, rien ne va bouger. Si on veut vraiment faire exécuter notre contrat, il ne respecte pas, je l'ai mis en garde une fois, deux fois, trois fois, je vais devant le tribunal et je fais résilier mon BRE. Les contrats qui n'obéissent pas à un régime spécifique impératif sont régis par le droit commun. Donc, ça veut dire que le bail rural, il est régi par le Code rural et de la pêche maritime. Le COMODA, il a son article dans le Code civil. Tous ceux qui n'ont pas un régime spécifique particulier, c'est le droit commun des contrats. Et donc, on rappelle la règle impérative. Pour être valide, un contrat a besoin de 4 conditions cumulatives. Si ces 4 conditions ne sont pas réunies, le contrat, même signé, ne sera pas valide. Donc, ces 4 conditions, c'est un consentement libre et éclairé. Ça veut dire que vous acceptez le contrat, le co-contractant accepte le contrat, pas sous la contrainte, pas sous la violence, il sait pourquoi il signe. La capacité, donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le fait d'avoir la possibilité de signer un contrat, de ne pas être sous une mesure de protection judiciaire ou de ne pas être mineur, par exemple.
Donc, l'objet du contrat, c'est le contenu de l'engagement. Ça va être, on s'engage à des obligations de donner, de faire ou de ne pas faire. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu, qu'est-ce qu'on a décidé comme objet pour notre contrat? L'objet, il doit être déterminé, on doit savoir sur quoi porte le contrat, il doit être possible et il doit être licite. Si on demande à un exploitant de planter du cannabis sur nos parcelles, eh ben, l'objet de notre contrat n'est pas licite. Et la cause, c'est tout simplement pourquoi on signe le contrat. Nous, ça va être pour la protection des espèces naturelles ou pour la protection d'une espèce protégée, pour les mesures compensatoires d'un maître d'ouvrage, etc. Alors, comment choisir le contrat adéquat? La question à se poser pour le bon choix du contrat. Donc, avant de signer un contrat, il faut se poser et se dire quelle est la raison de ma contractualisation. C'est gérer un espace naturel, c'est préserver un site, ou les deux, c'est des travaux d'amélioration, de restauration, c'est la mise en place de mesures compensatoires pour un maître d'ouvrage, est-ce que j'ai des obligations de résultat? Ça, c'est très important, puisque suivant ce qu'on veut faire, il y aura des contrats plus adaptés que d'autres. Après, le plus important, c'est de prendre en compte le propriétaire du bien. Qu'est-ce qu'il veut? Qui il est? Pourquoi il contractualise avec nous? Parce qu'on est allé le chercher ou de son plein gré. Qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il a une sensibilité écologique? Un propriétaire qui va signer une ORE patrimoniale sur son foncier, il a forcément une certaine sensibilité écologique. Il veut préserver quelque chose. Donc, c'est pas pareil que l'agriculteur qui accepte un contrat avec un cahier des charges parce qu'on le rémunère derrière. Les intérêts financiers, les intérêts fiscaux. Est-ce que signer un bail amphithéotique va lui convenir parce que c'est pas lui qui paiera les taxes foncières? Donc, ce sont vraiment des questions à se poser. Quelle relation j'entretiens avec lui? Est-ce que j'ai une relation de confiance? Est-ce que c'est une relation de longue date? Est-ce que je signe avec une personne privée ou publique? Attention, quand on signe avec des personnes publiques, quand on signe avec une mairie, une commune, une collectivité, il faut prendre en compte que dans 6 ans, il y aura un changement de dirigeant et que les sensibilités écologiques ne sont pas les mêmes suivant les bords politiques. Donc, on se dit, avec une collectivité, plus on peut faire des contrats à long terme, si on peut proposer un bail amphithéotique, c'est quand même un contrat intéressant qui passe au-delà des mandats. C'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Pour quelle durée? Un bail long terme, quand je vais signer un bail rural, il dure 9 ans, mais il va être renouvelé à vie presque. Il faut que je sache avec qui je signe. Est-ce que je connais le co-contractant? Que je n'allais pas me rendre compte qu'en fait, ça ne va pas du tout, on ne s'entend pas, il ne respecte pas ses engagements. Très compliqué le bail rural. Hein, pour résilier un bail rural, il faut y réfléchir à 2 fois avant d'en signer un. Quel budget? Attend-on un loyer? Est-ce qu'on attend que les impôts fonciers soient pris en charge? Est-ce qu'on a de quoi payer les actes notariés? Etc. Donc, on ne se précipite pas en disant, bon, bah là, avec le berger, une convention pluriannuelle de pâturage, je me lance. On a fait ça dernièrement, les collègues voulaient signer une convention pluriannuelle de pâturage. Et ben non, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était dans l'Hérault. Nous, il ne fallait pas que ça dépasse 5 ans. Et dans les conventions pluriannuelles de pâturage sont prévues par arrêté préfectoral, par département. Et en regardant l'arrêté, ben, on se rend compte qu'en fait, dans l'Hérault, c'est 6 ans minimum. Donc, ça ne convenait pas. Il faut vraiment vérifier les spécificités de chaque contrat que vous voulez mettre en œuvre. Voilà. Et donc, pensez que, par exemple, un bail rural à clause environnementale, il est peut-être plus intéressant qu'un bail rural, puisque si vos clauses environnementales, qui ont une réelle importance pour votre foncier, ne sont pas respectées, on peut résilier le contrat. Le bail rural, on a le cas, on se retrouve avec un exploitant qui a un bail rural sur un foncier. Il fait n'importe quoi sur ce foncier, il va broyer des cailloux, c'est du foncier pour des compensations. Donc, et ben en fait, il a un bail rural, il était là avant nous. Donc, on ne peut rien faire. Le bail rural est très dur à résilier. Donc, attention à ce que vous signez. Je fais un petit focus sur quelques contrats, dont le bail amphithéotique, parce qu'il est quand même extrêmement intéressant pour de la maîtrise d'espaces naturels. On a vraiment une vraie liberté dans la gestion de nos parcelles. C'est un contrat qui dure de 18 à 99 ans.
Donc, pas de reconduction, pas d'avenant, mais le propriétaire ne peut plus intervenir sur le site et on a des droits réels. On appelle le preneur l'amphithéote qui va avoir de vrais droits réels. Donc, il peut céder, hypothéquer, transmettre aux héritiers, sous-louer son bien. La seule chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est la détériorer ni la détruire. C'est fait par acte notarié, publié au service de la publicité foncière. Les charges et les taxes sont à la charge de l'amphithéote, de celui qui loue. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le loyer est modique. Donc, il ne faut pas qu'il soit symbolique. Donc, la différence, j'ai essayé de regarder, elle est un peu compliquée. Nous, par exemple, sur des parcelles sur lesquelles on a un bail amphithéotique, 1 € par hectare et par an, c'est une somme modique, mais pas symbolique. Vous voyez, on peut être quasi propriétaire du foncier sans que ça nous coûte grand-chose et en mettant en œuvre toutes les mesures de gestion qui nous semblent nécessaires. Donc, c'est vraiment un outil intéressant. Et oui, évidemment, je n'ai pas précisé, c'est un contrat de location et donc qui confère au locataire des droits réels. Ce qui peut être intéressant pour la gestion aussi des espaces naturels, c'est que dans le bail amphithéotique, on est détenteur du droit de chasse. Voilà. Le propriétaire, ce n'est pas le propriétaire qui le conserve, c'est l'amphithéote. Ce qui nous permet de pouvoir gérer justement la chasse, ce qui ne nous empêche pas de signer un bail de chasse derrière avec une association de chasse, mais au moins on est détenteur du droit de chasse. Et je sais que par contre, on a quelques difficultés et c'est pas mal de pouvoir être détenteur du droit de chasse. Alors, quand vous signez avec des collectivités, vous pouvez trouver des arguments en leur expliquant que c'est plus durable, c'est plus périn, le besoin de temps pour que des actions en milieu naturel portent ses fruits, il est important, que la collectivité va décliner toute responsabilité sur ces terrains-là. Ils n'auront plus de responsabilité, donc pour eux, ça peut être avantageux, mais c'est vraiment un outil quand c'est possible à favoriser auprès des collectivités et des communes. Cette question sur le bail amphithéotique? Alors, je continue. Donc, je fais un petit focus sur le bail rural à clause environnementale, qui est très intéressant aussi en termes de gestion des espaces naturels et préservation de la biodiversité. Alors, le bail rural environnemental, c'est un bail rural. Il est juste assorti de clauses environnementales, mais il est soumis au statut du fermage. Il va permettre en fait à des propriétaires d'orienter des pratiques agricoles environnementales sur ces terres et il permet à l'exploitant d'avoir une contrepartie financière par une réduction du loyer. Donc, sa particularité, c'est qu'on inscrit des clauses dans le bail. Toutes ces clauses, elles sont listées dans le code rural et de la pêche maritime. Je ne vous les ai pas toutes mises parce que vous les retrouverez facilement, mais par exemple, le non-retournement des prairies, l'interdiction de l'irrigation. Celui qui est beaucoup utilisé, c'est la conduite des cultures ou d'élevage suivant le cahier des charges de l'agriculture biologique et la limitation ou l'interdiction des produits phytosanitaires. Ça, par exemple, par les collectivités, c'est très utilisé puisque c'est relativement facile à vérifier et pour l'exploitant à mettre en œuvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un montant du fermage qui est prévu par arrêté préfectoral et quand on inclut des clauses environnementales, on peut descendre en dessous du minimum du fermage prévu par arrêté préfectoral. Et plus on rajoute de clauses, plus on peut baisser le loyer. Et donc, pour les exploitants, ils s'engagent pour l'environnement, mais d'un côté, ils ont un loyer qui peut être vraiment très réduit, donc tout le monde s'y retrouve dans ce contrat. Donc, la durée minimum, c'est 9 ans, donc pas d'acte notarié obligatoire, sauf si c'est plus de 12 ans. C'est un contrat écrit, et par contre, l'état des lieux est obligatoire. Donc, la résiliation, comme je vous le disais tout à l'heure, en cas de non-respect par le bailleur de clauses environnementales, c'est le tribunal paritaire des baux ruraux qui pourrait être saisi par le propriétaire pour statuer sur la résiliation. Mais si les clauses rurales ne sont pas respectées, il y a une jurisprudence récente qui dit que le bail peut être résilié. Il est important, quand vous rédigez votre BRE, de prévoir le contrôle du respect des clauses que vous avez mis.
pouvez par exemple prévoir que vous passerez 2 ou 3 fois par an pour vérifier ou demander que l'agriculteur nous donne son document qui certifie qu'il est bien en agriculture biologique. Tous les ans, il doit le renvoyer, etc. Donc le montant du fermage, comme je vous l'ai dit, peut être descendre en dessous des minimums. Alors, c'est un contrat qui est très intéressant aussi. Je sais qu'à Nîmes Métropole, on l'utilisait beaucoup pour les protections des captages en eau potable. Hein, on va acheter les terrains sur lesquels il y a des captages d'eau potable et on va signer un BRE avec un exploitant en lui demandant de ne pas utiliser de produits phytosanitaires et d'avoir des pratiques en agriculture biologique. Et comme ça, on a notre captage qui est protégé. Là, on ne peut pas passer des BRE sur tous les fonciers, donc je vous passe, vous regarderez de plus près. En fait, il suffit d'aller voir le code, hein, c'est pas compliqué, mais il faut des spécificités dues soit aux bailleurs, soit aux espaces qui sont concernés. Donc ça, je vous laisserai aller regarder, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Donc, dans quel cas sont utilisés les BRE? Donc, les gestionnaires d'espaces naturels, les associations, etc., l'utilisent pour l'entretien de leur domaine en vue de préserver la biodiversité, les paysages, les ressources en eau. Les agences de l'eau, comme je vous le disais, hein, pour préserver les milieux aquatiques, les zones humides, etc., et les captages. Pour promouvoir l'agriculture biologique, donc là, il y en a quand même pas mal, certaines régions, des associations, des départements les utilisent pour mettre en place ces nouvelles pratiques culturelles. Et évidemment, quand on met en œuvre, suite à des travaux d'aménagement, des mesures compensatoires pour un maître d'ouvrage, une fois qu'on a acquis le terrain, eh ben, on peut mettre en place des BRE sur ces terrains avec un cahier des charges adapté à l'arrêté préfectoral des mesures compensatoires, aux mesures qu'on nous a demandé de mettre en œuvre. Alors, il y a un document hyper intéressant, très dense, hein, il fait presque 2 pages, il est un peu vieux maintenant, mais du CEREMA sur les baux et clauses environnementales, mais je vous encourage à aller le regarder si vous avez des questions particulières. Oui. Oui, du coup, Clémence, le document dont tu parles là, du CEREMA, tu pourras nous donner éventuellement, enfin, me donner les références que… Oui, pas de problème. Il y a 2 documents du CEREMA. Il y en a un, c'est 10 questions sur le BRE. Donc là, c'est très simplifié. Et il y a le document d'études sur les BRE. Quand ça a été mis en œuvre, ils sont allés voir les acteurs, qui en signent, pourquoi, comment, et qui est très intéressant. Je te donnerai les liens et puis tu pourras comme ça les… J'ai l'impression qu'il y a une participante, Catherine, qui a déjà mis le lien qui vient de mettre le lien dans la conversation. Ben, merci, Catherine. Alors, l'obligation réelle environnementale. Donc, nouvel outil juridique de protection de l'environnement. Donc, qu'est-ce que l'obligation réelle environnementale? Donc, c'est un contrat hyper important. Il ne faut pas l'oublier. En fait, il y a plein de gens qui l'oublient. C'est un contrat par lequel le propriétaire se crée des obligations de faire ou de ne pas faire sont attachées à son bien. C'est vraiment toute la particularité de cette ORE, c'est qu'elle est attachée au foncier. Un peu comme on disait de la servitude tout à l'heure, mais c'est quand même différent juridiquement de la servitude. Donc attachée à son bien, elle doit avoir pour finalité ou la préservation, la gestion, le maintien ou la restauration d'éléments de biodiversité ou de fonctions écologiques. Donc le contrat est passé en la forme authentique, c'est-à-dire chez un notaire, avec soit une collectivité publique, soit un établissement public agissant pour la protection de l'environnement, soit une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Alors, si jamais il y a un fermier en place sur les parcelles sur lesquelles vous voulez signer une ORE, attention, l'accord préalable du fermier, nous dit la loi, est obligatoire. C'est une cause de nullité de votre ORE. Donc, il faut bien prendre soin de lui poser la question et d'avoir son accord. Voilà, c'est une cause de nullité. La mise en œuvre de l'ORE ne peut en aucune manière remettre en cause les droits liés à la chasse. Donc, si vous vouliez vous servir de l'ORE pour interdire le droit de chasse sur une parcelle, c'est raté. Pour interdire la chasse, c'est raté.
Alors, le contrat, alors, la loi nous dit très peu de choses. Hein. Elle nous dit que le contrat doit définir les modalités de révision du contrat et de sanctions en cas d'inexécution. Mais c'est très léger. Donc, aujourd'hui, je crois que je voulais noter le chiffre, j'ai oublié, je crois que les Seines, on a signé une quarantaine d'ORE, dont 30 patrimoniales, propriétaires qui s'engagent sur son terrain, et 10 pour des mesures compensatoires. Donc, on n'a pas beaucoup de recul, et en fait, on aura du recul que le jour où il y aura une décision de justice. Donc, ça peut prendre pas mal d'années. Donc, pour l'instant, on y va un peu à tâtons. On tente, on rédige, on fait comme on peut, on essaie de suivre le peu que la loi nous a donné. Et voilà, donc vous avez un super petit document fait par le Conservatoire d'espaces naturels qui s'appelle l'ORE, que vous trouvez sur Internet aussi, là où vous l'avez sur la petite image. Qui vous en dira un peu plus. Et donc là, on peut poser des questions, hein, mais pour en savoir plus, on a une spécialiste des ORE à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels d'Occitanie et que j'ai eu hier au téléphone puisque on va vous passer une petite vidéo qui explique un peu l'ORE. Et elle m'a dit, mais n'hésite pas à donner mon mail s'ils ont des questions plus précises. Donc, de toutes les ORE signées par les Seines, c'est elle qui les vérifie toutes, c'est elle qui va parler devant les médias de l'ORE. Donc, elle est plutôt calée sur le sujet. Vous pouvez prendre son mail et n'hésitez pas à la joindre et à lui poser des questions si besoin. Alors là, on va vous passer une petite vidéo rapide faite par les Seines sur les ORE. Et puis après, on en reparle. Ça va, Julie, comme ça? On fait comme ça? Parfait. Oui. Bon. Alors. C'est toi qui la lance, hein, on est d'accord. Oui, il faut que je ferme ça. Ah non. Ah non. Faut que je fasse un truc. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Alors, je la vois. Je vais la lancer. Tu me dis si elles sont. C'est l'histoire d'un terrain. Oui. Un petit coin de nature préservé, à l'abri du temps, depuis toujours dans la famille de Louis. Louis s'en souvient comme si c'était hier. Les promenades au petit matin avec son grand-père pour écouter la nature qui s'éveille. Ce jour où son père lui a appris comment et quand tailler les haies pour préserver les oiseaux. Louis veut protéger cette biodiversité qui vit sur son terrain. Comment faire pour transmettre cet héritage environnemental aux générations futures? Une solution pour tous les propriétaires d'espaces naturels abritant de biodiversité remarquable ou ordinaire, c'est de signer un contrat d'obligation réelle environnementale avec un gestionnaire public ou associatif. Les obligations réelles environnementales constituent un nouveau contrat simple, souple et librement consenti. Chaque partie s'engage à des obligations réciproques pour le meilleur de la biodiversité et du bien commun. Par exemple, le propriétaire s'engage à ne pas porter atteinte aux espèces et aux milieux et peut continuer à profiter de son terrain. Et le Conservatoire d'espaces naturels s'engage par exemple à accompagner la gestion et à assurer le suivi de la faune sur le site. Si le propriétaire change, les mesures perdurent aussi longtemps que dure le contrat, car les obligations réelles environnementales sont attachées au terrain et pas au propriétaire. Louis est soulagé. Il pourra préserver et transmettre son terrain familial en toute tranquillité. La biodiversité de votre propriété est précieuse. Pour la préserver, rencontrons-nous. Voilà. Aujourd'hui, pour Louis, ce n'est pas un jour comme... Alors. Hop. Voilà pour la petite vidéo. Vous trouverez sur YouTube, là, il y en a une deuxième qui est un peu dans la continuité. Et avec l'ONF, on vient de sortir une nouvelle vidéo, mais qui sort aujourd'hui, donc je ne vous la présente pas, mais je vous laisserai aller voir. C'est un témoignage, donc c'est assez intéressant.
c'est un témoignage de propriétaires privés qui se sont engagés et qui expliquent comment et pourquoi. Voilà, et donc je crois, hop, j'arrête le partage, mais je pense que c'est terminé. C'est bien parce que du coup, il y avait eu des questions dans le chat, mais Catherine a aussi répondu un petit peu. J'ai l'impression qu'on a une spécialiste des ORE dans les participants. Et surtout, la petite vidéo que tu viens de passer, je pense, répondait tout à fait à la question. D'accord. Alors, j'écoute si vous avez quelques questions. Voilà, il nous reste, la présentation est terminée, il nous reste une demi-heure. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions à Clémence, à lever la main et à prendre la parole hein, plutôt que d'utiliser le chat maintenant. Alors, ça ne se bouscule pas. Ah, si, une petite question. Donc, Anne? Rebonjour du coup. Moi, je suis chargée de mission air protégé à l'Adréal et je vois dans la stratégie air protégé que les ORE sont, on va dire, éligibles, on va dire ça comme ça, à une reconnaissance en protection forte dans la stratégie 2030. Et en fait, quand je comprends que les ORE sont, j'ai noté, simples, souples et librement consenties, ça veut dire qu'elles sont facilement dénonçables par l'un ou l'autre des contractants. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment une protection forte? Non, alors souple et librement consentie, ça ne veut pas dire qu'elles sont facilement dénonçables. Souple, ça veut dire que la loi nous donne très peu d'obligations, si ce n'est prévoir les indemnités, la révision et les obligations réciproques. Et donc, vous m'avez dit quoi? Et facilement résilier. Pardon? Dénonçable, non, c'est ça, Anne, que tu avais dit? Oui, dénonçable. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Peut-être que c'est pas vrai, mais justement. Non, et facilement dénonçable. Non, alors l'ORE, elle est conclue sur une certaine durée. Hein, on va la conclure sur 15 ans, 20 ans, 50 ans, 99 ans. Et normalement, on prévoit les clauses de révision. Après, c'est le droit général des contrats, c'est-à-dire que si les deux parties sont d'accord pour résilier le contrat, il peut se résilier. Mais si une des parties ne respecte pas ses obligations, eh ben, elle va avoir des contraintes. Et ces contraintes-là, elles vont être financières. Nous, on est obligé de prévoir des indemnités en cas de non-respect des obligations dans l'ORE. Et comme je l'expliquais à un propriétaire l'autre jour qui a signé une obligation réelle environnementale pour protéger une espèce de je ne sais plus ce que c'était, une fleur ou et il nous disait, moi, ça m'embête, il y a un coût qui est hyper important si jamais je ne respecte pas mes obligations. Moi, je fais ça volontairement sur mon terrain, je ne comprends pas. Et je lui ai expliqué, mais en fait, la loi nous le demande de prévoir des indemnités. Et en fait, ça n'est pas pour vous, puisque vous, vous êtes engagé volontairement. Ça veut dire que vous avez la volonté de faire un geste pour l'environnement et on se doute que vous allez respecter vos obligations. Ça va être pour les propriétaires futurs. Si par exemple l'interdiction, elle va être, je dis au hasard, de ne pas couper d'arbres et qu'il revend sa parcelle et que le propriétaire d'après, qui sera averti de l'ORE, hein, le notaire va leur dire, il y a une ORE, vous n'avez pas le droit de couper d'arbres jusqu'à telle date, mais que le propriétaire le fait et qu'en passant, nous, faire nos relevés, on se rend compte qu'un arbre a été coupé, eh ben, on va aller voir le propriétaire et s'il ne respecte pas, on pourra aller devant le tribunal et demander des dommages et intérêts si jamais il n'a pas respecté ses engagements, comme n'importe quel contrat. D'accord. Et ça m'amène à une autre question. Du coup, je me permets, sauf s'il y a eu d'autres mains levées, mais est-ce que ça s'est traduit dans le PLU d'une commune? Et est-ce que la commune a l'obligation de mettre cette parcelle en haine inaliénable ou je sais pas quoi Non, pour l'instant, je pense pas. Là, j'ai pas de retour, mais je pense pas. Je vous avoue que j'en sais trop rien sur les PLU. Et si quelqu'un travaille dans une commune ou une collectivité, il le sait, mais effectivement, je vais me le noter pour regarder, mais ça me dit rien. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Typiquement, question à poser à Vanessa. Okay. Ça vous intéresse vraiment parce elle travaille dessus, elle est vraiment focus sur les ORE, c'est son boulot, donc n'hésitez pas. Ok, merci.
Clémence, tu mettras ses coordonnées en fin de PowerPoint aussi? Je les ai mis. Ah, tu les as mis déjà, ok. Oui, dans la slide ORE, il y a son adresse mail. D'accord, ok, parfait. Merci. Alors, il y a une autre main levée. Ah non, c'est toujours Anne, tu as toujours ta main levée. Yannick? Oui, bonjour, j'étais en train d'écrire quelque chose, mais ça sera plus facile de le dire à l'oral. Ouais. Tout à fait. Donc, moi, je veux témoigner de l'expérience du parc sur les ORE qu'il a signé dernièrement. Hein. C'est aussi une façon de sortir un peu de la vision écolo de la vidéo. Hein. Ce n'est pas une critique non plus. Hein. On s'est servi de cet outil pour garantir sur le long terme l'engagement financier des chantiers, c'est-à-dire qu'on a réalisé des chantiers de restauration de la trame verte et bleue, et en contrepartie, on a mis en place ces outils pour faire en sorte que, notamment pour les propriétaires qui étaient un peu âgés, lors du changement de propriétaire, cette volonté de maintenir la trame verte et bleue et de maintenir les réseaux de haies ne soit pas remis en cause avec un changement de propriétaire. Donc on a signé cette ORE avec ces engagements-là pour que nos travaux et cette restauration perdurent dans le temps. D'accord, c'est un bon exemple. Merci. Si vous avez d'autres exemples, parce que je sais que les ORE, ça peut paraître assez flou à pas mal de personnes. Donc, si dans vos structures respectives, vous avez des exemples d'ORE signés, n'hésitez pas à témoigner. Alors, il y a Baptiste qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est pour partager un témoignage ou poser une question. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Très bien. Baptiste Potet, je suis membre de l'établissement public territorial du bassin de la Dordogne. Et nous aussi, on est intéressés par l'outil ORE, notamment pour, après des travaux de restauration qu'on effectue, pérenniser des fonctions écologiques. Et donc là, on s'apprête à acquérir une parcelle. Et donc ma question, c'est y a-t-il une plus-value d'inscrire l'ORE dans un acte de vente pour garantir sa solidité, entre guillemets? Alors, dans un acte de vente, en fait, l'ORE, quand vous prenez un acte notarié aujourd'hui, à la fin de l'acte, dans la partie développée, il y a dans tous les actes de vente écrit ORE. Et quelle que soit la vente, il y a écrit, aujourd'hui, les 3/4 des acquisitions qu'on fait, il y a écrit ORE, le propriétaire assure qu'il n'a pas été signé d'ORE sur cette parcelle. Si c'est le cas contraire, il est écrit de toute façon dans l'acte de vente, une ORE a été signée sur cette parcelle avec tel engagement. Comme ça, je ne sais pas si c'est bien ça la question, comme ça suit la parcelle, c'est inscrit en fait, c'est inscrit sur la parcelle. Donc dans l'acte de vente, on verra, c'est publié au service de la publicité foncière, on verra dans l'acte de vente qu'une ORE a été signée sur ce terrain. C'était ça la question? Ouais, c'était au niveau de l'agenda, en fait. On se demande parce qu'on s'apprête à acquérir près de 22 hectares en pleine alluviale et on va faire les travaux plutôt dans un an. On voulait savoir si on réalisait donc l'ORE dans l'acte maintenant, est-ce que ça garantissait une solidité plus importante que si on faisait l'ORE après les travaux, donc c'est-à-dire dans 1 an et demi à peu près? Pas spécialement. Si c'est dans 1 an et demi, non. Enfin, si vous avez le temps de le faire. Et après, est-ce que les obligations que vous allez vous donner ne seront pas plus intéressantes une fois que vous aurez fait les travaux? Vous ne serez pas un peu plus sûr de ce qu'il faudra devoir mettre plus précise. Donc peut-être attendre. Là, vous allez être propriétaire. Donc bon, il n'y a pas de risque. Très bien. Merci pour cette réponse. Oui, je vois quelqu'un qui dit dans la limite de 99 ans. Oui, c'est dans la limite de 99 ans. Hein, le droit français interdit les engagements perpétuels. Donc les limites comme le bail emphytéotique, comme les ORE, donc le contrat le plus long qu'on puisse avoir aujourd'hui en France, c'est 99 ans.
Tu as vu la petite remarque en dessous concernant les ORE, hein, ça pose un peu question, on dirait toujours, puisque ça interpelle sur est-ce que c'est assez fiable pour être une protection forte en fait dans le cadre de la stratégie aire protégée notamment. Oui, bien sûr. Voilà, écoutez, personne n'a d'autres questions. Je sais pas, j'espère que ça a été clair à peu près et c'était assez dense quand même, donc j'imagine que je vais vous l'envoyer pour que vous puissiez l'avoir et le regarder plus tranquillement chez vous. Et voilà. Et vous pourrez même revisionner le webinaire hein, parce qu'on va le mettre d'ici peu sur la page internet de l'ARB, sur la page du réseau. Donc, vous pourrez re-regarder le PowerPoint et réécouter Clémence, du coup. Un vrai bonheur. Pour nous faire une petite révision. Merci beaucoup, Clémence, c'était super clair. C'était, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de participer, de partager ton expérience sur ce sujet. Je pense que ça a été apprécié. Hein, ça avait été une demande lors de nos précédents groupes projets. Hein, tout ce qui est foncier, effectivement, ça pose question. On voit que c'est pas simple. Donc, un grand merci à toi. Avec plaisir et n'hésitez pas hein, vraiment à m'écrire un mail, je suis disponible. Si je peux vous aider, vous renseigner, ça sera avec plaisir. Eh bien, super. Et donc, on vous envoie prochainement donc, la présentation par mail avec comment dire, le lien là, concernant le petit guide du CEREMA dont tu parlais tout à l'heure. Si vous ne l'avez pas récupéré dans le chat, là, je le mettrai dans le mail également. Et puis, voilà. Il y a une nouvelle vidéo sur les ORE que vous pourrez trouver sur YouTube à la suite des autres, hein, qui va être disponible là incessamment sous peu. Super. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée.